Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Peter et aujourd'hui dans Tales of Comics, nous allons parler des femmes, ou plus exactement de la place des femmes dans l'univers des comics et plus généralement dans les récits héroïques. Car s'il y a un archétype bien plus ancien et bien plus ancré dans les mœurs que celui des villains ou des vigilantes, c'est celui de la demoiselle en détresse. Vous y avez été forcément confronté un jour, que ce soit dans la littérature classique, le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo et bien sûr mon domaine de prédilection, la bande dessinée. L'image noble et chevaleresque d'un héros se construit souvent sur la mise en faiblesse de la jeune femme incapable de se défendre et de survivre, seule face aux dangers du monde extérieur. Et ça se retrouve beaucoup dans les légendes médiévales, mais aussi les contes qui sont censés mettre les femmes en avant. Que ce soit Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant ou Le Chaperon Rouge, leur nom a beau figurer en tête d'affiche, la résolution de l'épreuve ne vient pas d'elles, mais d'un homme qui arrive pour leur porter secours. Le baiser d'un prince charmant qui lève une malédiction, ou un chasseur qui tue un loup, etc. Pour comprendre d'où vient cette instrumentalisation de la femme dans la société, il va falloir remonter jusqu'à la Grèce antique et vous expliquer le principe de la dot. Si l'on s'en réfère à la définition juridique, la dot est l'ensemble des biens meubles ou immeubles donnés par un tiers à l'un ou l'autre des époux dans le contrat de mariage. Donc là, normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous n'avez absolument rien compris à ce que je viens de dire. Grosso modo, qu'est-ce que cela signifie ? En vue d'un mariage, arrangé bien sûr, le père d'une jeune fille choisit pour elle un époux et convient avec celui-ci d'une somme d'argent que le fiancé devra verser en échange de la fille. En contrepartie, le fiancé reçoit une fraîche et fertile jeune femme et parfois même des terres. Et ce processus fonctionne autant pour les familles paysannes que pour l'aristocratie, à la différence que la famille de la fiancée gagne le prestige d'être associée au nom d'une très grande famille et bénéficie de sa protection. Si vous avez besoin d'un exemple pour visualiser plus clairement ces notions, eh bien regardez Game of Thrones. Il y a au moins 2 mariages forcés par saison, et c'est parfait pour comprendre le concept. En plus de ce principe juridique, les Grecs avaient tout un tas de légendes où les femmes sont clairement relayées au rang de trophées et ont souvent le mauvais rôle. Si vous voulez en savoir plus sur la mythologie grecque, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne C'est une autre histoire présentée par Manon Bril et vous verrez à quel point la mythologie c'est sympa. Alors vous pouvez penser ce que vous voulez et présenter les choses de la façon la plus romantique qui soit, mais priver un individu de ses libertés, en l'occurrence le choix qu'une femme puisse avoir sur qui elle l'épousera ou pas, est un acte de vilainie. Now who's the villain, Flash? Now who's the villain? Lorsque la civilisation grecque s'est éteinte, ces légendes et ces principes ont été perpétrés par les Romains qui les ont propagés d'un bout à l'autre de leur empire. Puis, quand ce fut au tour des Romains de sombrer dans l'oubli, les héritiers spirituels de leur empire, l'église chrétienne d'Occident et l'église chrétienne d'Orient, ont gouverné sur le monde à coups de mariage royal et de récits chevaleresques. L'usage de la dot a continué en Europe jusqu'à la fin de la Renaissance et existe encore aujourd'hui dans certains pays d'Afrique et d'Asie. Alors oui, je simplifie, je vulgarise et l'histoire avec un grand H est plus complexe que tout ce que je viens de vous raconter. Mais nous ne pouvons pas nier que les récits médiévaux ont largement aidé à faire perdurer l'image de la jante demoiselle sans défense. C'est grâce à eux que l'archétype, ou plutôt devrais-je dire que le cliché de la demoiselle en détresse est rentré dans l'imaginaire collectif. Ce qui signifie qu'il a inévitablement fini par atterrir dans les BD de super-héros. Et autant vous pourrez me reprocher mon manque d'exactitude ou de développement par rapport aux notions évoquées précédemment, autant à partir de maintenant on boxe dans ma catégorie. Et si l'on doit parler de la première demoiselle en détresse de l'histoire du comics, il est impossible de le faire sans évoquer notre super slip préféré, Clark Kent. Hey, comment ça va Super Slip ? Content de te voir, ça fait longtemps que je t'ai pas mis une cartouche. Si vous n'avez pas fait le rapprochement, le premier personnage féminin du monde des super-héros est incontestablement Lois Lane. Ce qui est contestable en revanche est le terme demoiselle in distress. À la limite, demoiselle en danger serait plus exact. Oubliez dès à présent la journaliste aux tendances suicidaires interprétée par Terry Hatcher qui passe son temps à sauter par le balcon pour attirer l'attention de Superman ou l'insipide personnage incarné par Amy Adams dans Man of Steel ou Dawn of Justice. Ceci étant dit, laissez-moi vous présenter la véritable Lois Lane.
Elle apparaît dès la 4e page de la première aventure de Superman dans Action Comics numéro 1 du mois de mai 1938. Elle est dans une salle de réunion avec le gouverneur, ce qui tente à prouver qu'elle est une journaliste émérite, et le fait qu'à la page suivante, le rédacteur en chef du journal où travaillent Lois et Clark utilise pour la première fois le nom Superman tente à penser que c'est elle qui l'a baptisé ainsi. C'est simple, accrocheur, efficace, et c'est un élément de la mythologie de Superman qui restera constant quelles que soient les époques ou les médias employés. Lois est complètement dévouée à sa carrière. Les relations amoureuses sont complètement secondaires pour elle car elle est déterminée à se faire un nom d'un milieu d'hommes et prouve souvent qu'elle en a plus dans le bide que ces hommes qui l'entourent. Elle n'hésite pas une seule seconde à coller une baffe à un malfrat qui essaye de la forcer à danser avec lui, et lorsque celui-ci et sa bande la kidnappent, elle se débat sans crier le classique « Au secours, Superman !» Évidemment, Clarky va la secourir, mais contrairement aux idées reçues, elle ne tombe pas amoureuse de lui dès le premier regard. Le lendemain, malgré les émotions fortes de la veille, elle repart au travail et se remet à ignorer copieusement, comme à l'accoutumée, Clark Kent. Et c'est l'une des raisons pour laquelle elle ne fait pas le rapprochement entre les deux hommes. Tout simplement parce qu'elle ne regarde jamais Clark. Elle s'en fout, il n'existe pas pour elle. Le but de Lois n'est pas de finir femme au foyer. Non, elle, ce qu'elle veut, c'est le prix Pulitzer. D'ailleurs, dans Superman numéro 17 du mois de juillet 1942, grâce à ses nombreux souvenirs, Lois finit tout de même par découvrir que Clark et Superman sont qu'une seule et même personne. Et c'est seulement à cause d'un manque de connaissance des pouvoirs du Kryptonien que Clarky arrive à berner Lois et conserver son secret. Lois est devenue un modèle pour beaucoup de personnages féminins de l'univers DC. Il y a Vicky Vale, la journaliste à la chevelure flamboyante du Gotham Gazette, Iris West et Linda Park pour les différents Flash, sans oublier Carol Ferris, la directrice de Ferris Aircraft, qui négocie des contrats avec l'armée tout en repoussant les avances assez lourdes d'Hal Jordan. Et sauf erreur de ma part, Carol est la première femme à avoir rembarré un super-héros. Pour en revenir à notre chère Mademoiselle Lane et sa quête de devenir l'égale des hommes, elle touchera au but le temps d'un épisode en 1943, en devenant Superwoman. Et elle se montre beaucoup plus efficace que notre cher Kryptonien, mais à la fin de l'épisode, nous découvrons que cette aventure n'était qu'un rêve. Toutefois, cela ne l'empêchera pas d'avoir 2 épisodes qui lui sont complètement dédiés en 1944 dans Superman numéro 27 et 28, puis plus tard avoir sa propre série Superman's Girlfriend Lois Lane à partir de 1958 jusqu'en 1974. Mais l'époque jouera contre Lois car dans ce magazine, elle joue le plus souvent les femmes au foyer et cherchera à tout prix à épouser Superman. Et elle restera pendant de longues années la demoiselle en détresse des séries Super. Et maintenant que nous en avons fini avec Mademoiselle Lane, nous allons enchaîner avec la première super-héroïne de l'histoire, et je suis sûr que vous n'avez aucune idée de celle dont je vais vous parler. Chères spectatrices, chers spectateurs, voici Invisible Scarlett O'Neil. Alors ce personnage est issu du comic strip Dick Tracy du journal Chicago Times de juin 1940. Comme son nom l'indique, la demoiselle a la capacité de devenir invisible ou de redevenir visible en se touchant un des nerfs du poignet gauche. Elle a obtenu ce pouvoir grâce à une machine fabriquée par son père qui était scientifique. Le plus souvent, elle l'utilise pour aider des enfants en difficulté ainsi que la police de Chicago face à différents adversaires très classiques pour l'époque, des espions nazis, des saboteurs japonais, des chefs d'organisations criminelles. La série s'arrêtera dans les années 50 mais permettra à d'autres héroïnes de trouver leur place dans les comic books. Je vais en profiter pour parler un instant des pouvoirs que l'on attribue souvent aux héroïnes mais aussi aux vilaines de l'âge d'or jusqu'à l'âge d'argent. Dans le chapitre 3 de Tales of Comics, je vous avais déjà démontré que les pouvoirs soniques faisaient partie des capacités attribuées souvent aux femmes. Mais je ne vous avais pas tout dit, car que serait la vie sans petite surprise, n'est-ce pas ? Parmi les premières héroïnes, rares sont celles qui ont droit à un véritable pouvoir offensif. Je pense à Super Force ou la vitesse ou le contrôle des éléments. Encore plus rares sont les héroïnes à avoir leur propre magazine. Les capacités que l'on leur attribue le plus souvent est de devenir invisible ou intangible ou même de rétrécir. Et ceci lorsqu'elles ne possèdent pas un pouvoir trop grand pour elles. Je pense notamment à Jean Grey lors de ses premières heures dans X-Men, qui avait tendance à tomber dans les pommes ou être victime d'une terrible migraine après une trop forte utilisation de leur pouvoir.
Timely Comics, le nom des éditions Marvel durant les années 40, ira jusqu'à créer une extraterrestre du nom de Vénus qui, à l'instar de la déesse dont importe le nom, a le pouvoir de l'amour. L'utilité de ce pouvoir est de rendre tous ses adversaires gentils et passifs. Insidieusement, le but de cette manœuvre scénaristique est de maintenir les personnages masculins au premier plan tout en essayant d'attirer un lectorat féminin. Mais ce ne fut pas la seule technique employée. Il y a eu un archétype que j'ai personnellement appelé The Partner in Distress. Alors vous avez sûrement du mal à voir ce que c'est, mais c'est en fait très simple. Le partenaire en détresse, c'est lorsque la petite amie du héros décide de devenir son partenaire contre le crime. Comme ce fut le cas par exemple pour Janet Van Dyne, la Guêpe, ou Hawkgirl. Mais vu que ces demoiselles ont un pouvoir qui à l'origine ne leur était pas destiné, eh bien le contrôle assez mal et se mettent souvent dans la panade en attendant que leurs coéquipiers viennent les secourir, sans oublier de lâcher le classique « Oh mon Dieu, comment vais-je pouvoir me sortir de là ?» Elles servent aussi de bouc émissaire et se font souvent réprimer, comme lorsque la pétillante Janet Van Dyne fait un compliment à propos de Thor et se fait insulter dans la seconde qui suit par Hank Pym alias Ant-Man. Allez, prends-toi ça dans la tronche ma fille et bienvenue chez les Vengeurs. Vous l'avez compris, c'était assez mal parti pour que les filles arrivent un jour à faire leur place dans le monde des super-héros. Jusqu'à l'arrivée de deux femmes qui ont véritablement tout changé. L'une est issue d'un archétype que l'on retrouve fréquemment dans les vieux polars et les romans d'espionnage, la femme fatale, pour ce cas-là nous dirons plutôt féline fatale, et l'autre est l'héritière d'une civilisation guerrière matriarcale, les Amazones. Et leur psychologie et leur personnalité sont aussi distinctes et opposées que celles du Boy Scout de Smallville et du Chevalier Noir de Gotham. Mais pour en savoir un peu plus, rendez-vous dans la seconde partie.